L'émission Virage vous est présentée par IA Service aux concessionnaires. Vivez une expérience exceptionnelle d'achat de véhicules avec les meilleures protections offertes dans le domaine. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons en studio la Mercedes EQS 100% électrique, véhicule électrique de grand luxe. On vous en parle dans un instant. On va aussi parler d'assurance avec les gens de IA Avantage. On va poursuivre nos chroniques mécaniques avec les gens de Desjardins Pneus Mécaniques. Et aussi, on va avoir des nouvelles de l'industrie. On va se concentrer sur le CIMA Show cette année. Et à la fin de l'émission, on va répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre et de nous poser vos questions. Jacques, bienvenue. Marc Bouchard, salut. Salut, Daniel. Ça va bien? Merci. Vous êtes de bonne humeur? Oui, absolument. Bon, parfait. On a plusieurs choses. Marc, tu nous amènes au CIMA Show? Oui, c'est toujours assez spectaculaire. Et là, on va vous montrer des véhicules. Vous ne serez pas déçus, je pense. Des bébelles. Des bébelles. Littéralement des bébelles. Par contre, particularité cette année, beaucoup de manufacturiers ne sont pas au CIMA. Ah. Ouais, ça aussi, ça fait partie des choses étonnantes. Ça redevient un CIMA du début que lorsque ça a commencé. L'industrie n'était pas là. Non, bien... Après ça, l'industrie automobile s'est appropriée le CIMA Show, mais c'est quand même fait pour l'après-service, disons que ça comme ça. Oui, c'est ça. Expliquons aux gens que, rapidement là, que c'est un salon normalement qui s'adresse à l'industrie. Ce n'est pas un salon qui est ouvert au public de toute façon. Mais bon, dans ce cas-ci, il y a quand même des affaires un peu spéciales. Des belles bébelles. Nous avons en studio la Mercedes EQS pour la deuxième fois. Je sais qu'on en avait parlé brièvement la première fois, juste pour remettre la voiture dans son contexte. C'est une grande berline de luxe, évidemment, prix de base 146 000 $, prix du modèle dans le studio 162 000 $. Alors, on sait qu'elle peut faire 547 km d'autonomie dans des conditions idéales, 516 chevaux, 631 livres-pieds couple, l'équivalent. Donc, c'est quand même de la belle performance pour la dimension de la voiture. Un 0-100 à 4,3 secondes, ça doit le faire pas loin parce que ça avance et ça se déplace, cette patente-là. 4 moteurs électriques, roue directionnelle arrière. Donc, cette voiture-là se comporte comme une sous-compacte lorsque tu veux la garer dans les stationnements. C'est vraiment phénoménal. Suspension aromatique, évidemment, et un système de recharge qui est bien intégré dans le système GPS qui nous donne en temps réel les bornes, la disponibilité des bornes. Alors vraiment, je peux vous dire que cette Mercedes-là, elle est complète. Et là, je ne parle même pas de son côté spectaculaire à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est quand même assez sobre. À l'extérieur, on a voulu garder une ligne qui s'enligne un peu avec la Mercedes, avec la classe S, parce que c'est un peu l'équivalent, mais en version électrique. Mais on a mis le paquet à l'intérieur. Oui, bien en fait, si on regarde même la ligne extérieure, hein, c'est littéralement quand même quelque chose d'assez nouveau du côté de Mercedes. On a vraiment misé sur quelque chose de beaucoup plus arrondi, qui est un peu différent, mais c'est une voiture qui est absolument spectaculaire dans son usage. Moi, j'ai écrit un texte en disant que c'était la meilleure voiture électrique au monde, rien de moins, parce que vraiment, elle a toutes les qualités. On va parler de l'intérieur tout de suite, puisque, bien sûr, c'est ça qui peut-être retient l'attention dès qu'on la regarde, c'est le Hyperscreen. Hyperscreen, c'est évidemment les écrans multiples, et j'ose pas dire d'autres mots, qu'il y a à l'intérieur. Il y en a partout, littéralement. Là. Il y a un écran devant le passager, il y a 2 écrans en console centrale. Il y a un écran en console centrale, il y a un écran devant le conducteur. En plus, il y a un affichage tête-haute. Et, ironiquement, tu peux afficher le GPS dans les 4 écrans. Ça fait que si tu te perds, tu es vraiment sans dessin. Absolument. Et il y a, en plus de ça, le fameux système de réalité augmentée qui te permet, donc, quand tu désignes une destination, l'écran central se transforme en caméra et là, tu vois devant avec des flèches qui t'indiquent l'endroit où tourner. Je te dis, si tu te perds, c'est vraiment parce que tu as voulu te perdre. Ceci étant dit, c'est un système qui est assez complexe. C'est un système qu'il faut apprendre à maîtriser, même si les commandes vocales sont agréables et qu'il suffit de dire « Hey, Mercedes », puis elle te répond. C'est quand même assez compliqué
compliqué à maîtriser toutes les subtilités, toutes les nuances, mais on s'assoit là-dedans, puis on s'assoit dans une soucoupe volante. Là. La qualité première, Jacques, c'est le grand confort de cette voiture. Absolument. Mais comme tu parlais tout à l'heure de la classe S à la base, qui est une voiture extrêmement douce, confortable, silencieuse, alors tu as l'impression que lorsque tu roules dans la nouvelle voiture qu'on a ici, la UQS, que c'est presque la même voiture. C'est aussi doux, aussi silencieux, et c'est très performant au niveau accélération. Tu en as parlé un peu. Alors, c'est des voitures drôlement surprenantes. Et comme tu parlais, Marc, tout à l'heure, au niveau du tableau de bord, les fameux écrans, mais c'est à 56 pouces de large, l'écran là-dedans. Là. J'ai même pas ça chez nous au niveau du cinéma maison. Alors, j'ai plus haut que ça, mais la largeur n'est pas large comme ça. Alors, c'est intéressant de voir ce qu'ils ont pu faire dans l'automobile. Je me dis toujours, le jour où il va y avoir quelque chose qui va briser dans ces types de voitures-là, qui sont pleins d'électronique, ils vont détruire les voitures complètement. Ils ont dit, on ne peut pas réparer ça, ces voitures-là. Mais moi, j'aime beaucoup cette voiture-là. Je l'aime parce qu'elle est douce, des roues 21 pouces, celles qu'on a ici avec des Bridgestone qui ont développé spécialement pour des voitures électriques. Alors, c'est des pneus qui sont peut-être un petit peu plus durs, mais la suspension fait qu'elle absorbe facilement tout le roulement de la route et c'est pas traduit à l'intérieur. La qualité des matériaux utilisés, c'est d'une très grande qualité. Et Mercedes, bien, ça reste une construction solide. Et la batterie, bien, c'est 107,8 kW. C'est quelque chose, pas à peu près. Tu sais, on est excité quand on envoie un autre à 60, 70, mais ça, le 107, ça commence à être des kilowatts. Bien, comme Daniel le disait, c'est techniquement 547 km d'autonomie. C'est ça. Puis, honnêtement, on n'est pas très loin de la réalité. Moi, j'ai eu à conduire cette voiture-là. Je l'ai conduite pendant quelques jours. J'ai fait pas mal de routes, routes de campagne, routes de ville et tout. Et j'ai fait 530, 535 km sans problème, alors qu'il y avait des petites températures fraîches. Évidemment, à moins 20, il y aura vraisemblablement une baisse. Mais encore une fois, il y a un système qui est là pour réchauffer la batterie. C'est possible de préconditionner la batterie aussi. Donc, vous n'aurez pas tant de pertes que ça. Et elle est maniable. Ça, c'est ce qui m'a étonné le plus. Parce que malgré ses dimensions, oui, le 4,3, le 100 km à l'heure en 4,3 secondes, c'est vite. Mais c'est surtout la tenue de route et la maniabilité de ce véhicule-là. Je suis allé dans les cantons de l'Est sur des routes de campagne sinueuses. Et honnêtement, tu as l'impression que ça mord à la route dans le plus grand des silences. Et vous avez à ce moment-là le bonheur de m'entendre chanter. Non. Oui, je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si c'est on vraiment ça qu'on va avoir, on peut en reparler pour ce bout-là. Mais ce qu'il faut comprendre, ce que Mercedes essaie de faire, c'est pas de faire une voiture de course avec cette voiture-là. C'est une routière pour faire de la route en tout confort. L'espace arrière est surprenant, là, à tel point tu as de l'espace pour les passagers en arrière. Donc, c'est fait pour faire de la route et c'est ce qu'on veut démontrer. On veut démontrer le luxe, on veut démontrer justement qu'on est capable de faire des voitures électriques de grand luxe, de grand confort. Puis ça, ça vient mettre de la pression sur le reste de l'industrie. Parce que oui, il y a Tesla, il ne faut pas s'en cacher. Le modèle S, c'est le concurrent direct. Absolument. J'ai conduit les deux, une après l'autre, et c'est des philosophies différentes. Surtout si on conduit le modèle Plaid S chez Tesla, c'est fulgurant comme accélération. Mais comme présentation, comme rendu et comme rendement, bien, c'est deux choses différentes. On s'en va un peu plus sport chez Tesla et un peu plus le grand luxe du côté de chez Mercedes. Alors, on y va un peu avec des philosophies différentes, mais ça va. J'ai hâte de voir déjà, je pense que la voiture à attendre ou à aller chercher, ça va être la EQE, donc l'équivalent de la classe E, qui va être un petit peu plus petite, même modèle, même chose. Ça va être spectaculaire et probablement le modèle à attendre si celle-là, il y a trop d'espace. Ouais. Je me souviens quand les premières voitures électriques ou les premières voitures hybrides ont sorti, je me souviens que Buick avait sorti avec un véhicule que tu ouvrais le coffre, il y avait des batteries à l'intérieur, il n'y a pas de place. Là-dedans, tu rouvres le coffre arrière, il y a de l'espace, tu peux coucher dedans. Alors, ça a tellement évolué depuis quelques années, ces voitures-là. Et au niveau des performances, c'est beau à dire, les performances, mais on a des limites de vitesse aussi. Oui. Fait que tu aies 600, 700, 800 chevaux, c'est que quand tu roules 100 ou 110 km/h, que tu sois à côté de je ne sais pas quoi, une Corolla ou d'autres choses, tu es à 110 pareil. Ah oui. Fait que c'est beau d'avoir des HP au bout, là.
Mais moi, je pense On ne peut pas s'en servir. qu'on a juste besoin d'un véhicule qui est confortable et qui est vraiment bien attaché sur la route. Et là, c'est 100 réussi pour Mercedes. Totalement. Écoutez, c'est une voiture qui ne s'est attirée que des éloges. Bien sûr, elle est chère, mais tu l'as dit, on la décline déjà vers des versions. Il y a un EQS VUS, il y aura la EQE et d'autres déclinaisons qui vont rapetisser un peu le format, mais qui vont conserver la même technologie. Et honnêtement, ça va très bien. Merci beaucoup, messieurs. On se reparle plus tard. Plaisir, merci. Alors voilà, on s'arrête et au retour, on essaie de comprendre le montant de votre prime d'assurance. Restez là. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Voilà de retour, je suis maintenant en compagnie de Gianluca et Éric Desgagnés d'Industriel Alliance IA Avantage. Et vous les connaissez évidemment, surtout Éric qui est directeur général chez IA Avantage. Bienvenue à Virage, messieurs. Merci d'aller bien. Merci. Oui, ça va bien. Alors, j'aime le sujet d'aujourd'hui parce qu'on va parler du coût de la prime d'assurance. Et qu'est-ce qui influence la prime d'assurance? On va essayer de comprendre un petit peu tout ça parce que c'est vraiment pas évident. Éric, il y a plusieurs choses qui viennent jouer dans la prime d'assurance et de la façon dont vous calculez cette prime. Oui, tout à fait, Daniel. Il y a plusieurs critères, il y a plusieurs barèmes qui influencent la prime. Évidemment, ce sont tous des choses que les actuaires prennent en compte pour, oui, essayer d'avoir la meilleure prime possible, mais aussi selon le profil ou selon les besoins du client. Donc, aujourd'hui, tu l'as présenté à Gianluca, qui est agent d'assurance chez nous, dans l'agence IA Avantage. Évidemment, il ne vient pas nous parler de tous les critères parce qu'on pourrait faire une émission très, très longue, OK? Oui. Mais il va parler des 5 principaux critères qui sont quand même intéressants pour établir la meilleure prime possible. Alors, Gian, il y a plusieurs choses qui influencent notre prime d'assurance. Et la première, elle m'étonne un petit peu, c'est la cote de crédit. Oui, la cote de crédit peut influencer la prime d'assurance. Si on a une bonne cote de crédit, la prime d'assurance est plus intéressante pour les clients. Si la cote de crédit n'est pas bonne, la prime pourrait être plus élevée. Le bon conseil, c'est de toujours chercher d'avoir la bonne cote de crédit, disons, et de n'oublier jamais de faire ses propres paiements, parce que l'année d'après, ça peut être pris en compte indirectement par la compagnie d'assurance. C'est très important à souligner que la consultation du pointage de crédit de la part de la compagnie d'assurance n'affecte pas le pointage du client. Donc, c'est un léger survol. Donc, un bon conseil, soyez un bon citoyen, payez vos Mais ça, choses. Daniel, en passant, c'est vrai partout, hein, on le sait. Ouais. Puis, pourquoi en assurance, ça peut affecter la prime? Bien, il y a un lien à faire, bien souvent, que font les actuaires entre ta capacité à assumer tes rénovations sur ta maison, ton entretien sur ton véhicule et ton pointage de crédit. Donc, effectivement, ça peut varier. Et c'est pas juste chez nous, évidemment, c'est comme ça avec toutes les compagnies d'assurance. Évidemment, évidemment. L'autre point, Gian, c'est la marque du véhicule. Oui, la marque et le modèle du véhicule peuvent affecter la prime. Pour quelle raison? Pour la simple et unique raison que statistiquement, il y a des véhicules qui sont plus volés et d'autres moins. Ouais. Donc, si on achète un véhicule, on loue un véhicule qui est statistiquement le plus volé au Canada, bien, c'est sûr que la prime s'élève en conséquence parce que le risque de la compagnie est plus élevé. Il y a aussi l'adresse, parce que si on habite dans une adresse, dans une zone géographique que le risque est plus élevé, ça peut affecter aussi la prime. Donc, véhicule le plus volé, plus l'adresse qui n'est pas vraiment le meilleur, ça peut être un cocktail explosif. OK. Autre point? Autre point, il peut y avoir les dossiers de conduite. Dans le fond, si un client a un bon dossier de conduite, disons très propre, le fichier central des sinistres, c'est quelque chose que les compagnies d'assurance recherchent parce que ça veut dire que le risque est faible pour ne pas dire nul. Tandis que si on a une fréquence de réclamation, le risque est plus élevé pour la compagnie d'assurance, donc la prime risque d'être plus élevée aussi. Bien sûr, le type de couverture qu'on choisit, ça, on peut pas y échapper. Là. C'est certain. Le risque sur la largeur de couverture, c'est simplement que plus on demande de couverture à l'assurance, plus on augmente la prime, parce qu'à ce moment-là, l'éventail est plus élevé pour la compagnie d'assurance. Si on demande une couverture de base, le prix pourrait
probablement être moindre qu'avec une largeur plus élevée. Absolument. Et le montant de la franchise, évidemment, là, ça, on est déjà au courant, vient jouer sur la prime. Oui, le montant de la franchise peut jouer sur la prime de deux façons. Si on baisse la franchise pour payer moins en phase de réclamation, ça fait augmenter la prime d'assurance parce que le risque pour la compagnie est plus élevé. Mais si on demande d'augmenter la franchise pour faire baisser les prix, au final, il faut être aussi à l'aise avec ce prix de franchise élevé, parce qu'en phase de réclamation, si on a une franchise de 1 000 $ à payer et on n'a pas l'argent pour la payer, là, ça va se créer un gros problème. Absolument. Alors, voilà les 5 gros points, Éric, et là, donne-nous des trucs là, avec ça là, pour qu'on puisse faire baisser notre prime. Évidemment, il y a quelques trucs, OK? Le premier que je dirais, c'est important pour le consommateur, le client qui est assuré avec nous, de s'assurer que son dossier d'assurance est à jour à chaque année. On le voit souvent, des gens à qui on parle peu. Ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas parlé. Et là, en faisant la mise à jour du dossier, il y a beaucoup d'informations qui sont plus à jour. Exemple, le client roule un petit peu moins de kilométrage annuellement qu'il nous avait mentionné. Il a changé certaines choses. Son adolescent ne conduit plus le véhicule. Donc, moi, le conseil que je dirais, le premier, c'est assurez-vous que votre dossier est à jour et d'appeler votre assureur pour tout changement. Alors ça affecte la prime, évidemment, à la baisse, peut-être des fois à la hausse aussi, mais c'est de vous assurer que vous avez la bonne couverture selon vos besoins. L'autre point bien important, c'est de tout placer ses œufs dans le même panier. Bien sûr, parce que, oui, tout à fait. Parce que, évidemment, il y a des rabais dans les compagnies d'assurance pour inciter le consommateur à assurer ses voitures à la même place. On a souvent, puis tu le sais, hein, on a souvent plus qu'une voiture à la maison. Donc, de les regrouper sur la même police d'assurance avec le même assureur. De regrouper également ton assurance habitation va faire en sorte que ça va te donner des rabais. Et évidemment, bien, tu vas payer une prime moins chère. Ben oui, puis il faut magasiner, évidemment. C'est important. L'assurance auto, l'assurance habitation, c'est un contrat qui se renouvelle annuellement. Donc, quand vous allez recevoir votre renouvellement, c'est toujours bon de faire 1 ou 2 comparatifs avec d'autres compagnies d'assurance pour vous assurer que vous avez encore la meilleure prime. Et aussi, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, quand vous changez de voiture, hein, et rappelle-toi, vous allez chez un concessionnaire IA qui offre des produits et qui va offrir un comparatif avec nous, bien, c'est important de l'accepter pour voir, bien, est-ce que ma prime est compétitive ou je peux aller chercher une meilleure prime et surtout une meilleure protection aussi pour la prime avec laquelle je paye. Puis, tu sais, il y en a un dernier, moi, que je dirais qui est un conseil général, c'est soyez prudent, conduisez bien. Puis, pas juste pour avoir une belle prime d'assurance, pour votre sécurité aussi. Gian en parlait tout à l'heure, ton dossier de conduite, tes réclamations, bien, c'est sûr que ça l'affecte ton dossier, évidemment. En gros, c'est un peu les points là, qui peuvent affecter ton prix et qui est important de valider. Très bon point. Merci beaucoup, messieurs. Et à chaque fois que vous vous présentez ici, on demande aux gens de nous écrire, de nous envoyer vos questions parce que les gens de IA veulent absolument y répondre. Puis on en a quand même quelques-unes qui sont très bonnes. Merci de le faire. Continuez, bien sûr, de le faire. Alors, la première question concerne les déclarations. Tu sais, les fameuses déclarations. Des fois, on dit que les assurances ne veulent pas payer parce que tu n'as pas déclaré telle affaire. Alors, les gens se posent des questions. Déclaration à faire en cours de location. Si mon médecin, par exemple, m'annonce que je viens d'avoir le diabète ou que je fais du diabète, est-ce que je dois le déclarer à mon assureur? Et si oui, à quel moment je dois le faire? D'accord. Non, vous ne devez pas le déclarer à votre assureur. Vous devez déclarer à votre assureur si vous avez eu une suspension de permis de conduire pour des raisons médicales. Alors là, la compagnie d'assurance va prendre les mesures nécessaires. Mais sinon... Non, c'est ça. Non. OK. Autre question. À quoi me sert l'assurance responsabilité? Disons que l'assurance de responsabilité civile vous sert pour vous couvrir pour tous les dommages que vous pourriez occasionner à des objets sur la route qui ne vous appartiennent pas. Donc, si vous les détruisez avec votre voiture, bien, c'est la responsabilité civile qui va les payer pour vous. Pour donner un exemple, Daniel, la semaine passée, je roulais sur le boulevard Sainte-Anne, puis il y a une voiture qui a fauché des poteaux d'Hydro-Québec. OK? Bon, c'est sûr que les dommages occasionnés au véhicule, mais oui, c'est ta protection sur ton véhicule, mais c'est ton assureur aussi qui va indemniser
possiblement Hydro-Québec, qui va revenir à la compagnie d'assurance en responsabilité civile pour les dommages subis à leurs biens. Donc, c'est un exemple concret que tous les dommages occasionnés à autrui sont couverts sous le volet responsabilité civile qu'on parlait la dernière fois, soit que les gens aient 1 million ou 2 millions en responsabilité. Une dernière rapidement, on dit pendant la pandémie, les gens roulent moins d'accidents, etc. Et avec le télétravail en plus. Donc, normalement, les primes d'assurance devraient descendre. Est-ce que c'est le cas? Pas nécessairement, Daniel. Il y a 2 choses qui influencent la prime. Évidemment, la fréquence de réclamation. Ça, c'est vrai, ça l'a diminué. Mais il y a aussi le coût de la réparation. On le sait maintenant avec des voitures comme ça, par exemple, qui sont bourrées de technologie, le coût de réparation est beaucoup plus élevé. Donc, même si la fréquence peut diminuer, la prime n'est pas nécessairement ne diminuera pas nécessairement parce que les coûts de réclamation avec les technologies sur les véhicules augmentent sans cesse. Donc, ça n'a pas de lien nécessairement juste pour ça. Tu as juste à regarder la voiture derrière toi, je pense que tu devrais pas avoir un accident avec. Effectivement, avec tous les capteurs, les angles morts, les détecteurs de changement de voie, les caméras, la technologie change, alors il faut en tenir compte également. Merci beaucoup, messieurs. Gianluca, Éric Desgagnés, IA Avantage, merci d'être passé à Virage et on se revoit très bientôt. Avec plaisir, Daniel, merci. Merci. Alors, continuez de nous envoyer en grand nombre vos questions à virage@telemac.tv et vous allez voir, ils vont y répondre comme ils viennent de le faire, de brillante façon, encore une fois. On s'arrête à Virage et on va. Nous sommes de retour à Virage. C'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors, Marc, aujourd'hui, c'est le SEMA Show qui est en vedette. Tout à fait. C'est un événement qui a eu lieu la semaine dernière à Las Vegas, qui se tient chaque année et qui réunit des milliers d'exposants de l'industrie. C'est un salon qui, techniquement, n'est pas ouvert au public. On l'a dit précédemment. On y trouve beaucoup d'affaires. Écoute, je me rappelle, la première fois que je suis allé là, moi, il y a de cela quelques années, il y avait un kiosque où on vendait des petits trucs pour accrocher dans les voitures qui sentent bon. Mais le gars, il avait 425 odeurs différentes. Alors, j'avais jamais vu ça. Bref, évidemment, il y a des choses nettement plus technologiques que ça. Et certains manufacturiers utilisent encore ce salon-là pour présenter des voitures qui sont... hors norme. Ouais, des affaires un peu particulières. Il y en a beaucoup qui ne sont pas là cette année. Ford n'est pas là, GM n'est pas là. Les Coréens ne sont pas là. Dieu sait que pourtant, ils étaient très présents auparavant parce que c'est beaucoup la culture du tuning, c'est beaucoup la culture de la drift. Mais là, cette année, on est allé dans un autre sens. Et entre autres, Mopar, évidemment, avec Stellantis, sont extrêmement présents sur place parce qu'ils ont beaucoup d'équipements et de pièces. Ah oui. Et un des véhicules les plus intéressants qui a été présenté là, c'est le Jeep CJ Surge. Ça se prononce mal, mais c'est intéressant parce que c'est un véhicule qui a été complètement conçu à partir de données Mopar, de pièces Mopar, pneus de 35 pouces, des roues Rhino, bref, c'est la totale. La particularité, c'est le moteur électrique, parce que c'est un véhicule 100% électrique, mais c'est un véhicule qui est doté d'un moteur qui fait 268 chevaux. La particularité, c'est que tu vas pouvoir l'acheter en kit. Tu vas pouvoir acheter le moteur lui-même et l'installer sur des Jeeps d'ancienne génération pour transformer ton Jeep en véhicule électrique. Bon, évidemment, ça va prendre quelques connaissances que je n'ai pas nécessairement, mais... tout est quand même là, incluant un boîtier de transfert, des essieux d'ANA. Bref, tout est là pour transformer votre véhicule en un véhicule qui ressemble à ça. Évidemment, lui est assez épuré, on s'entend. L'idée était plus de proposer la technologie que le véhicule lui-même. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf que, attendez donc le vrai Jeep électrique qui va sortir. Je pense que ça va être une aventure qui va être un peu mieux. Je te rappelle qu'il y a une couple d'années, la même compagnie nous avait présenté le Elephant, qui était un moteur de 1000 chevaux, en kit aussi. Donc, on utilise le SEMA pour ce genre d'affaires. Si une compagnie veut se spécialiser dans la transformation de Jeep, c'est ce qu'ils vont faire parce que, comme tu l'as dit, c'est pas ouvert au public. Donc, c'est pas le public qui va acheter ce véhicule-là vraiment ou ces composantes-là. C'est plutôt peut-être une compagnie qui va décider de transformer des Jeeps et ça va être possible de le faire. Exactement. Tout comme c'est aussi probablement ce qui va se produire avec le prochain véhicule. C'est le Ram TRX, mais version
légèrement modifié, un Ram 1500 qu'on a appelé le Backcountry X, un véhicule qui est super beau, qui est vraiment, écoute, qu'on a vraiment amélioré encore une fois, mais ce qui est particulièrement intéressant, en fait, ce sont les équipements que l'on a mis. Ça s'appelle le Ram Pack et le Ram Rack. Bon, évidemment, tu auras compris qu'encore une fois, c'est des éléments qui sont destinés à transporter de la marchandise. Il y en a un qui c'est un ensemble de tuyaux qui te permet de transporter des choses de façon plus efficace. L'autre, c'est une espèce de boîte qui recouvre la partie arrière, donc qui va, encore une fois, préserver là, un peu le côté plus pratique et plus polyvalent du camion. Ça demeure quand même un Ram. Ça demeure un Ram aussi TRX avec tout ce qu'on connaît du moteur, là, 707 chevaux et 700 chevaux et tout ça. J'aime les roues. Oui, celui-là, il est beau. Il est particulièrement beau. Il est assez bien réussi, mais il y en a d'autres, évidemment. Toujours dans la même famille, Stellantis, ils sont très, très actifs au SEMA. On nous a présenté le Dodge Daytona SRT Concept. Et là, tu vas me dire, oui, mais on l'avait déjà vu, ce qui n'est pas faux, puisqu'il avait été présenté auparavant. Ça fait longtemps, là. Oui. Mais il avait été présenté... Il a changé de nom, mais c'est le même véhicule. À peu près. Puis il a été présenté au mois d'août, en fait, de façon plus officielle, en version électrique. Là, on arrive avec beaucoup plus de détails. On dit qu'on va avoir 3 versions au niveau de la puissance, 456 chevaux, 590 chevaux et un autre là, de 495 chevaux. On a une nouvelle couleur, le Red Striker, qui est celle qui est affichée chez nous. Mais il y aura 9 nouvelles couleurs. Et il y a tout un ensemble incluant ce qu'on appelle le Banshee 800 volts, donc une architecture 800 volts qui va permettre de recharger tout ça. Évidemment, des nouvelles configurations et tout. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Ça, c'est une version, puis on veut le faire en version white body. Puis, tu sais, il y a toutes sortes d'éléments, là. Il n'y a rien de définitif quant à la venue éventuelle de ce véhicule-là sur nos routes. Il faut quand même avouer qu'il est beau. Et c'est un pas en avant pour les véhicules chez Dodge, parce qu'on sait que Dodge a dit qu'il était pour abandonner les V8. Mais là, on n'est plus si sûr, parce qu'il y a des rumeurs qui ont commencé à circuler disant qu'on abandonnerait le V8, mais on va peut-être arriver avec des V6 turbo. Donc, on n'est pas... Un 3 litres double turbo qui existe déjà dans la famille. Je pense qu'on va l'utiliser à quelque part. Exactement. Alors, pour le moment, on sait que le V8 Hellcat tel qu'on connaît n'existera plus. Est-ce que ça va être une version 100% électrique? On peut peut-être se garder une petite gêne. Je ne suis pas certain que ça va être ce genre de véhicule-là qu'on va avoir en version 100% électrique, là. Mais il est beau. Faut le mais donner. Ça, électrifié, peut-être que oui, mais là, ce modèle-là là, date. Oh, oui. Écoute, on a voulu présenter quelque chose là, pour avoir un concept électrique. Il y a Lexus aussi qui est présent au SEMA et qui a présenté 6 modèles, rien de moins. Et là, vraiment, on va dans toutes les directions du côté de Lexus. On arrive avec une DS Sport IS 600. C'est une IS 350F Sport qu'on a présentée avec, mais cette fois, 600 chevaux, mon ami. Tu auras compris que le 600 n'est pas là pour rien. V6 3.5, le même que dans la LS 500, entre autres. On a aussi utilisé les freins en céramique de la RC. Donc, je veux dire, on est en terrain connu. On a juste présenté quelque chose de différent avec un châssis élargi. Donc, c'est super intéressant. On a misé aussi sur d'autres choses. On a misé sur nos VUS. On a fait le concept urbain LX600, un autre gros véhicule avec les roues bronze et pas ce beau, qui va avec. Moi, je trouve ça... déjà, je ne le trouve pas beau en temps normal. Il n'est pas vraiment plus beau. Là, quand même. Effectivement. Des trucs de fibre de carbone. Bon, écoute, on dit que c'est tourné vers un usage urbain. Honnêtement, ça te prend 2 stationnements pour le stationner. Ça, c'est il y a aussi d'autres véhicules comme le RX 400H en version mauve. Pourquoi version mauve? Parce que c'est à peu près tout ce qu'il y a de modifié. En fait, c'est le 500H F-Sport Performance All-Wheel Drive. Donc, c'est le même véhicule RX que l'on connaît déjà, mais monté sur des roues de 22 pouces avec des Michelin Performance Sport. Et il y en a d'autres, là, mais je vais te les épargner. Il y en a quand même un, le LX600 Alpine Lifestyle, où on a voulu jouer la carte un peu plus aventurière. Donc, encore une fois, gros VUS qu'on a ramené à des considérations de tuning. Volkswagen a fait une apparition rapide, vite, parce que ça ne vaut presque pas la peine d'en parler. Une Jetta GLI un peu pimpée. On a monté le moteur de 258 à 350 HP et des Volkswagen ID4 pimpé aussi, mais pimpé de façon pratique parce qu'on a mis, entre autres, sur le toit d'un des 4, une espèce de plateau où on va pouvoir recevoir des drones de grand format. Et ce sont des véhicules qui vont être utilisés par l'Agence du transport du Tennessee. Pour vrai,
pour faire des tests, pour voir s'ils sont capables effectivement de les utiliser. Donc, c'est une bonne nouvelle. Content pour eux autres qui en aient trouvé des cartes à modifier. Oui, bien, ils sont au Tennessee, ils sont plus faciles à trouver. C'est ça. Et vite, ma compagnie préférée, c'est probablement Nissan, qui ont présenté des affaires de fou. Entre autres, un petit projet qui s'appelle le Sunny Leaf, qui est un petit camion absolument magnifique que je trouve vraiment joli. Et le Surf Wagon, ben, moi j'aime ça, ça fait penser au B210 d'époque, là. Ben, Mon Dieu, que t'es difficile. Et moi, j'aime beaucoup le Surf Wagon. Le Surf Wagon, c'est l'Aria en version Woody. L'Aria en version avec des panneaux de bois sur le côté, qui est faite pour aller à la plage et aller faire du surf. Et enfin, bien, la Nissan Z, la GT4, super élaborée. 450 HP, 443 livres-pieds de coupe, 229 000 US. rien de moins. Rien de moins, mon cher. Merci, Marc. Ça fait plaisir. On s'arrête à virage et on revient rester là. Cette chronique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Pour le service, la mécanique, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Alors, pour cette première chronique mécanique, Danny, on va parler évidemment des conseils d'usage parce que c'est l'automne, il faut entretenir notre véhicule. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Bien, effectivement, c'est un bon point. Puis, de plus en plus, je pense qu'on le voit, les gens roulent un peu moins. Les gens se demandent, est-ce que je dois faire 2 changements d'huile, 3, 4, dépendamment? On sait tous que les concessionnaires, souvent, c'est aux 3 mois ou aux 5-6 000 km. Mais je pense qu'avec la nouvelle réalité, au minimum, il faut faire au moins 2 entretiens et 2 changements d'huile, soit avant l'hiver, comme c'est le cas présentement, et au printemps. Les raisons sont assez simples. On s'entend, le véhicule a roulé tout l'été, de faire un changement d'huile, de faire les vérifications d'usage, une petite inspection qui vient toujours avec le changement d'huile chez Desharnais, que ce soit au niveau des soufflets de cardan, que ce soit au niveau des huiles, toutes les huiles, transmission, l'huile à frein, les liquides de refroidissement, s'assurer que notre véhicule va être en bon état pour la période hivernale. Donc, tu suggères de faire une petite inspection, mais au moins changement d'huile. Et lorsqu'on parle de changement d'huile, évidemment, vient le questionnement avec la grade d'huile. Ça, c'est une chose importante. Et les filtres. Exactement. Ce qu'on n'avait pas comme question, là, 15-20 ans, je pense que les grades d'huile, la c'est assez 5 de la 10. simple. Une huile d'hiver, on l'appelait même l'huile d'hiver, l'huile d'été. Exactement. Puis on le voit avec les nouveaux moteurs turbocompressés, avec des tuyaux beaucoup plus petits. La viscosité est à peu près nulle au niveau de l'huile. Quand on est rendu avec de la 0,16, de la 0,20, donc c'est des huiles qui ont une très, très faible viscosité. Pourquoi? On veut qu'elles se répandent rapidement, que ça va être facile au démarrage. Au niveau de la consommation d'essence, on sait comment ça fonctionne présentement au niveau de l'environnement. Je pense que le secret là-dessus, c'est vraiment de se fier aux normes fabricants. Donc, travailler avec l'huile qui est recommandée par votre fabricant automobile. C'est exactement ce qu'on fait chez Desharnais. On s'assure de mettre la bonne huile, le bon filtre pour avoir le meilleur résultat possible. Là où tu as un point d'interrogation, évidemment, c'est sur les kilométrages très élevés recommandés par le fabricant. On a du 12, on a du 16, on a du 18 000 km. Au Québec, il faut faire attention. Effectivement, avec les intempéries qu'on a, avec les climats qu'on a, je pense que tu vas être d'accord avec moi, beaucoup de changements de température, de froid extrême, de chaleur extrême. On s'entend, les véhicules restent stationnés longtemps. L'humidité au niveau de l'huile, au niveau des huiles, je devrais dire, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Donc, je ne pense pas que 2 changements d'huile par année, ce soit extrême. Puis, si on a le choix, est-ce qu'on est mieux de le faire un peu plus régulièrement? Il n'y a pas de contre-indication à changer son huile un peu plus fréquemment. Au contraire, si on ne change pas l'huile, on peut avoir des problématiques. Tu suggères, Danny, aux gens de se faire une petite liste, Oui. une petite aide-mémoire lorsqu'on vient vous voir, pour se rappeler un peu de petites choses qu'on a notées sur notre véhicule. Bien, effectivement, c'est des questions que je demande à mes conseillers de poser, à mes aviseurs mécaniques, de dire, les gens ont-tu des questionnements précis, ont-tu des interrogations, mais les gens arrivent ici, changent les pneus, fait l'huile. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez qu'on vérifie plus spécifiquement?
Ah oui, j'ai un petit bruit. Donc, des fois, quand vous notez des choses qui ne sont pas la norme pour votre véhicule ou que ce n'est pas normal, peut-être de vous poser une question puis d'en parler avec votre garagiste. Tu comprends, Daniel, que si on sait où on s'en va, c'est beaucoup plus facile pour le garagiste de trouver la problématique et de résorber le problème dans un temps plus court, donc moins de frais pour le consommateur. Également, très important, la visibilité, Danny. Il faut s'en occuper de notre visibilité parce que c'est la sécurité première. Donc, tu suggères également quelques petites choses pour au niveau visibilité qui commencent avec les essuie-glaces. Exactement. Puis je ne dois pas être le seul qui se rend compte que les journées raccourcissent. Puis là, on se dit, il fait noir de bonne heure. Là, on ne voit rien. Puis souvent, les gens, que ce soit un changement d'ampoule au niveau des phares principaux, que ce soit un polissage de phares aussi simple que ça, on en fait régulièrement des polissages de phares. Puis je te dirais, Daniel, que très régulièrement, les clients nous rappellent pour dire « Wow, là, je vois où je m'en vais. » Les essuie-glaces, l'aquapelle. L'aquapelle, c'est un produit qu'on met, c'est souvent relié au pare-brise, le pare-brise d'avant, mais sur les fenêtres de côté, à l'arrière, ça a plus qu'une utilité. Oui, ça repousse l'eau. Oui, c'est plus facile quand il pleut avec les essuie-glaces, mais l'autre avantage à ça, c'est que quand on tombe dans des froids plus glaciales, c'est beaucoup plus facile de déneiger, de dégivrer notre voiture. Ça colle moins au niveau des fenêtres. Absolument. Ça, c'est merveilleux. Puis Ça une fonctionne. fois qu'on l'a eu une première fois, on ne peut plus s'en passer. Effectivement. Quand on fait de la route un petit peu, c'est un must. On le fait faire à chaque année. Donc, si on veut résumer, Danny, c'est vraiment de faire inspecter son véhicule, faire au moins l'entretien minimum du changement d'huile. Exactement. Puis les filtres à air, filtres à habitacle, c'est l'air qu'on respire, c'est les consommations d'essence. Ça a un lien direct avec la performance de votre véhicule. Quand votre garagiste vous demande de vérifier ça, puis ça va lui faire plaisir à tous les gens qui nous demandent « J'aimerais ça voir ce que vous remplacez », ça nous fait plaisir de le montrer aux clients. Des fois, les clients restent surpris de ce qu'on trouve dans le filtre habitacle et le filtre à air. Absolument. Merci beaucoup, Danny. Merci, Daniel. Voilà de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, de nous poser vos questions. Messieurs, on en a quand même pas mal. Alors, on y commence immédiatement avec Yvon, qui, lui, veut s'acheter un Ford Escape 2013. J'ai pas le modèle, mais c'est un 2 litres. Déjà, on a le bon moteur. 89 000 km, 8 pneus. Je dois faire attention à quoi? Mon Dieu, je suis étonné. Un 2013 avec 89 000 km, c'est pas un véhicule qui a roulé vraiment beaucoup. Là. Non, c'est ça. Un véhicule d'une dizaine d'années. Le bon moteur. On est Ouais. mieux avec le 2 litres que le 1.6. Déjà Absolument. là, c'est bien parti. Effectivement. Ben, dans l'ensemble, on dit toujours que quand ils n'ont pas roulé, ils ne sont pas usés. Non. Mais assez souvent aussi, quand ils n'ont pas roulé, dans certains cas, dépendamment où ils étaient garés, etc., c'est pire que s'ils avaient roulé. Mais dans ce cas-là, moi, juste ce qu'on sait à date, ben, oui, on ne perd pas de temps, on s'équipe rapidement. Peu de choses à vérifier là-dessus, en fait. Comme Jacques l'a dit, faire vérifier, bien sûr, la plupart des pièces, là, les freins, tout ça, parce que si ça n'a pas roulé beaucoup. Évidemment, toujours faire attention à la corrosion. L'Escape de ces années-là avait un petit peu de difficulté en dessous. Il y avait tendance à rouiller un peu plus à certains endroits. Juste s'assurer qu'il est tout à fait correct à ce point de vue-là. Mais du point de vue mécanique, c'est un moteur qui est pas un problème, en tout cas pas de problème connu. Là. Essai routier, bien important. On vérifie les craquements parce que surtout au niveau du haillon arrière, il y a de l'ajustement à faire de ce côté-là. Allez le faire inspecter justement pour vérifier la rouille. La rouille de surface, bien vous allez la voir, il n'y a pas de cachette de ce côté-là. Puis magasiner le prix, parce que les prix varient dans le véhicule d'occasion. Là, plus besoin de vous le dire. Là. Il y en a encore qui essaient des coups de circuit, là, des garages, des concessionnaires qui essaient des coups de circuit. Donc, les prix se sont ajustés un petit peu à la baisse. Assurez-vous de bien magasiner. Ça, c'est le point le plus important. Qu'il y ait une garantie, peut-être une garantie de 30 jours. Là. Quand il y a une petite garantie au moins de quelque chose, tu t'aperçois que la batterie, par exemple, ne dure pas ou qu'elle tombe à plat rapidement. Ça sera le temps de la changer, de vérifier. Absolument. Réal, lui, il dit, vous pensez quoi du Outlander PHEV? C'est le véhicule à la mode. Ces temps-ci, là, on en parle beaucoup. Versus, justement, le RAV4 Prime qui est inexistant. Il dit, est-ce qu'il va en avoir plus de disponibles que le RAV4 Prime? Ça ne sera pas dur, il n'y en a pas de RAV4 Prime. Alors, et on n'est pas capable de savoir le nombre de véhicules que Toyota entre au Canada ou au Québec pour ce qui est du RAV4 Prime.
Du Outlander PHEV, on commence à avoir de l'information tranquillement, pas vite. Les essais s'en viennent pour ce véhicule-là. Et on va avoir l'autonomie et surtout la disponibilité bientôt. En fait, l'autonomie, on la connaît. Elle est à 63 km. 61, ça dépend des endroits ce qu'on lit, mais c'est à peu près ça. Le véhicule a commencé, est arrivé au port de Vancouver il y a quelques jours, commence à être expédié du côté des différents concessionnaires au pays. On devrait normalement en avoir plus que dans le cas du RAV4 Prime parce qu'il est sur une chaîne qui est la même que celle du Outlander traditionnel. Donc, on est capable d'avoir une production intéressante. Mais encore une fois, c'est beaucoup de conditionnels. Là. C'est de très on devrait. Il n'y a pas de chiffres qui sont disponibles nulle part. Non, c'est ça. Donc, on va attendre de voir, mais il est bien né, ce Outlander PHEV, et je crois qu'on va battre le succès de la version originale qui était à 35-37 km d'autonomie. Là, on a beaucoup plus d'autonomie, mais surtout, on a un véhicule beaucoup plus moderne dans toute son enveloppe, là, intérieur, extérieur, mais on garde à peu près la même mécanique. Donc, de ce côté-là, on sait que ça fait le travail. Alors, en fait, c'est le Rogue, c'est la version là, qu'on a partagée. Oui. Donc, la Outlander va bien. À titre d'information, on a déjà battu des records de précommande du côté du PHEV, du côté de Mitsubishi. Oui, mais ça, moi, je fais attention. Parce que tu parles du côté de chez Hyundai, tu parles à tout le monde qui ont des records de précommande, mais d'après moi, le même client a des commandes à chaque endroit. C'est sûr que quand il y en a un qui va avoir son véhicule, les autres, les trois cancellations pour des autres. Fait que dépendamment, là, je pense que la demande est un peu gonflée présentement. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne, mais oui, il y a beaucoup de monde. Il y a un concessionnaire dans la région, je ne sais pas c'est lequel, Mitsubishi, qui a 120 précommandes du Outlander PHEV. Wow. Donc, livrez-en, les amis, parce qu'il va être vraiment populaire. Petite question concernant Toyota Yaris 2017, 41 000 km, un peu plus de un peu moins de 20 000 pour ce qui est du prix, mais il y a une attrape là-dedans. Il faut faire attention. La 2017, c'est Berlin, la Mazda? C'est la Mazda 2. Voilà, Marc. Bravo. D'un petit collant dans ton cahier, tu me le donneras tantôt. Vous avez juste ouvrir le capot, vous allez d'ailleurs voir le nom Mazda sur le moteur. Là. Bien, juste avoir la planche de bord à l'intérieur. C'est carrément Mazda. Mais qui est très bon. C'est un très bon véhicule à rouler. Et c'est... moi, je le sais, parce que j'ai quelqu'un dans la famille qui en a acheté une flamant neuve, puis il l'a encore, puis c'est superbe comme voiture. Mais le prix est salé, là. Le prix est salé. On redonne-tu le même commentaire que tantôt? Magasiner, négocier. Ce qui me dérange, moi, de la Mazda, de la Yaris 2017, c'est la consommation d'essence. Parce qu'elle consomme autant, sinon plus qu'une Corolla de la même année. Il n'y a pas d'économie à faire au niveau carburant avec ce véhicule-là. Économie d'espace. Oui, exactement. Économie d'espace. Ouais. Pas sûr que c'est une qualité, là, mais oui. Si tu te stationnes, un petit stationnement, des affaires, ben, ça peut aider. Christine qui dit, pour une jeune famille, Pacifica All-Wheel Drive versus Grande Caravane versus Sienna. Grande Caravane et Pacifica, là, on est pas mal dans les mêmes eaux. Elle a dit, je devrais prendre la Grande Caravane parce que je sauve 6 000 comparativement à la Pacifica. Donc, c'est plus vers ce modèle-là qu'on s'en va. Mais effectivement, peut-être quelques équipements de moins. Traction intégrale aussi en moins dans certains modèles. Oui, c'est ça. La Grande Caravane n'a pas la traction intégrale. C'est ça. La Pacifica, oui. Donc, c'est à voir. Mais dans les deux, je pense que ça fait le travail. Puis toujours vérifier, parce qu'on veut tous avoir des tractions intégrales. On est au Québec, on sait que c'est plus agréable. Mais on ne l'utilise pas à plein temps, la traction intégrale. Fait que là, il y a 7 000 de différence. Qu'est-ce qu'on fait? On met des bons pneus, puis on fait attention à notre conduite. Ouais, moi, j'avoue que j'ai un fait pour la Pacifica, mais c'est strictement parce que j'aime le véhicule. On n'a pas parlé de la Sienna. La Sienna, moi, je trouve que la nouvelle Sienna, elle est un petit peu décevante au niveau de la qualité d'assemblage, au niveau d'un paquet de facteurs. Alors, définitivement, j'irai vers la... De mon côté, j'irai vers la Pacifica. Grande Caravane, c'est correct, je vais faire le compromis, là, mais j'ai un faible pour la Pacifica. Effectivement, mais pour une jeune famille, on sauve 6 000 quand même, c'est des sous. Je t'avoue que le rouage intégral, par contre, pour certaines personnes, comme Jacques le souligne, c'est pas toujours nécessaire, mais pour plusieurs personnes, ça rend la chose beaucoup plus sécuritaire. Il y a Louis qui pose une bonne question. Il dit, moi, je voudrais avoir une petite voiture électrique qui pourrait faire à peu près 300 km. Quelle est la plus petite voiture électrique sur le marché présentement? La plus petite voiture électrique pour le moment? Niro?
Oui, ce serait Il y a le Niro. Niro. La C'est Leaf. plus petit qu'une Leaf. Niro est plus petit que la nouvelle Leaf. Oui, c'est vrai. Ben, Kona, Niro, c'est dans les plus petites. Oui, Kona probablement serait plus petit. En termes strictement d'espace, oui, effectivement. Mais 300 km, oui. Ben, ça fait 3,85. Ça fait 3,85. Fait qu'on Il est pourrait, dans les temps. limite pour aller avec une Leaf là, qui faisait 341. Moi, j'irais vers la Bolt. C'est vrai, la boîte est tout petite. Ouais. Oui, la J'irais Bolt vers la elle-même, Bolt, oui. et Absolument. peut-être un petit peu plus disponible aussi que les autres. Une facile pour terminer l'émission, messieurs. Acura TLX V6, 355 chevaux. On me donne les chevaux de la motorisation. Mais oui ou non? Ben oui. Bon, oui, niveau c'est fiabilité. clair. C'est juste la disponibilité qui était... chez Acura, là, il n'y a pas d'inventaire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas d'inventaire, effectivement. Donc, oui, mais effectivement, la TLX, c'est un des véhicules agréables dans sa catégorie, définitivement. Et la qualité de finition, honnêtement, de la TLX, à mon avis, c'est la meilleure Acura actuellement. Absolument. Belle berline. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Merci. Alors, on se reparle la semaine prochaine? Bien Absolument. sûr. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre Virage. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par IA Service aux concessionnaires. Trouvez la tranquillité d'esprit avec les meilleures protections offertes chez vos concessionnaires automobiles et de véhicules récréatifs. Et par les centres d'inspection technique CA Québec.